De Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en lien avec leur sur Saint-Patron. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 Télé, votre télé régionale de proximité, avec un nouvel invité ce soir, Jean-Marie Sterkel. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir K. Alors Jean-Marie, vous êtes bien connu dans la région de Mulhouse. Vous êtes un fait diversier, un ancien très connu. Hein. C'était votre carrière professionnelle à l'Alsace. Et vous êtes là pour nous parler donc de cet ouvrage, Jean-Marie Sterkel, 50 nuances de crime. Peut-être une première question. Comment vous êtes devenu fait diversier à l'Alsace? Vraiment par accident. Par accident. Je suis rentré à l'Alsace en 1973 pour m'occuper de la page jeune. J'avais fait plein de débats un peu en Alsace, être jeune à Altkirch, être jeune à Mulhouse, être jeune à Thann, à Saint-Louis, enfin avec des débats avec les hommes politiques et les jeunes. Et du coup, à l'époque, j'avais rencontré Jean-Marie Bockel, qui était jeune à Thann à l'époque. Et du coup, je faisais la page jeune pendant 4-5 ans. Et en 77, en octobre 77, on a eu Hans-Martin Schleyer qui était retrouvé mort dans une voiture à Mulhouse. Le patron des patrons allemands. Allemand qui avait été enlevé par la bande Abadère. Et donc, ça fait que tout le monde s'est rendu sur les lieux. Et puis, alors à l'époque, il n'y avait pas encore de... Il y avait la voiture, effectivement, une 1000, garée à rue Charles-Péguy, à côté de l'hôpital. Et on attendait, on a vu la voiture, on était tous contre la voiture. Enfin, parce qu'on s'approchait de la voiture, et puis à un moment donné, au bout de 2 heures, quelqu'un a dit « elle est peut-être piégée ». À l'époque, il n'y avait pas de périmètre de sécurité ni rien. Et du coup, donc, il a fallu attendre les démineurs de Colmar pour voir qu'effectivement, il y avait quelqu'un dans la voiture, le corps de Schleyer dans la voiture. Et avec ça, c'était mon premier cadavre, en fait. Hein. Par la suite, il y a eu d'autres histoires criminelles. Et puis, j'ai commencé c'était ce jour-là. Et j'ai fini en 2010, quand je suis parti à la retraite. Alors, un certain nombre d'histoires, vous les avez relatées au travers de polars ou de faits divers reconstitués. Hein. Oui, en fait, le polar, ça me sert aussi à raconter les histoires de façon plus intime. En fait, de raconter comment, dans une affaire criminelle, les gens vivent. Pour les parents, par exemple, la famille d'une personne qui a été tuée, c'est absolument terrible. Il y a... On ne sait pas, c'est le non-savoir souvent qui tue. Dans l'affaire Fiche, par exemple, une fille qui avait été retrouvée tuée en 1er janvier 1978 à la forêt de Rennag, les parents sont morts de non-savoir. De chagrin. Hein. De chagrin. Et c'est surtout l'interrogation, qui a tué? Et les grandes affaires criminelles, c'est aussi ça. C'est-à-dire, elles deviennent grandes parce qu'au fil du temps, le mystère s'agrandit. Est-ce qu'il y a dans les affaires que vous avez relatées, qui vous ont marqué, est-ce qu'il y a une affaire qui vous a peut-être empêché de dormir et qui vous travaille toujours? Il y a l'affaire Fiche, par exemple, justement, l'affaire Anaïs. Et il y a aussi une première image, en fait, c'est après Schleyer, un an après, un jour, j'ai appelé les gendarmes de Sirène, on fait la tournée des faits divers, les gendarmes, police et tout ça le soir, et puis pour blaguer, je dis aux gendarmes, alors il est où votre cadavre? Et puis il me dit, vous êtes déjà au courant? Je n'ai pas prévenu la compagnie encore. Et il me dit, il y a le garde champêtre de Schlierbach qui vient et qui me dit, qui m'annonce à la brigade qu'il y a une voiture incendiée avec un corps dedans. Et je me rappelle, là, on est resté avec Daniel Schmitt, mon photographe, on est resté 3 heures avec les gendarmes, devant la voiture, et le médecin légiste est venu en disant, tu vois, là, ça c'est le foie, ça c'est le gars, il était brûlé. Alors ça, c'est une image qui me revient régulièrement. Aujourd'hui, comment on travaille quand on est fait diversier? C'est plus compliqué? Maintenant, c'est beaucoup plus institutionnalisé. À l'époque, c'était... on allait sur les scènes de crime, il n'y avait pas de protection. On parlait avec les enquêteurs, on parlait avec les témoins. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus hiérarchisé. Il y a le point de presse du procureur, souvent 3 jours après. Et puis, c'est beaucoup... En fait, c'est plus contrôlé aussi.
Et aussi, souvent les enquêtes, il fallait les suivre. Moi, je prenais le temps de voir aussi la famille et avec les avocats, d'aller plus loin que le communiqué du procureur. Il faut avoir beaucoup d'empathie dans ce travail quand même, si vous voyez les familles. Hein. Oui, mais souvent, moi je me suis rendu compte que souvent les familles se servaient d'interroger les journalistes pour savoir des éléments sur leur affaire. Souvent, ils avaient envie de savoir. C'est ça le gros problème, hein, surtout. Savoir. Alors, ce livre, 50 nuances de crime, qu'est-ce que vous racontez? Là, j'ai pris 50 grandes affaires criminelles en 50 ans, un peu partout en Alsace, et un peu dans les diverses situations sociétales. C'est-à-dire, il y a les meurtres d'enfants, il y a Pierrot le Fou qui s'est fait passer pour fou pendant des années, qui est sorti de prison, qui a tué 2 enfants et une jeune femme. Il y a le profanateur qui a fait le cimetière, qui a profané le cimetière juif de Herlisheim, près de Colmar. Une affaire nationale. Hein. Une affaire, ouais, et qui a aussi commis d'autres crimes à côté, hein, qui a tué un marchand de tapis. Et il y a, en fait, c'est un peu partout. Il y a aussi l'exploitation de la misère sociale. Ici, il y a eu un clan qui a exploité des personnes fragiles, qui leur a qui leur a pris les pensions et qui ont été exploités pendant des années. Donc c'était vraiment la misère sociale aussi. Qu'est-ce qui vous a fait durer aussi longtemps dans ce secteur bien précis des faits divers? C'est difficile quand même. Hein. C'est intéressant quand on suit les affaires sur des années, des mois ou des années. Parce qu'il y a l'évolution et ensuite il y a aussi le procès. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller du début jusqu'à l'arrivée, quand il y a procès, quand il y a un jugement. Et souvent, je me suis rendu compte aussi que souvent on savait plein de choses, pratiquement tout au départ, et le procès n'amenait que les situations de relations humaines, les rapports de force entre les différentes personnes, et des petits détails. Mais fondamentalement, la vérité, quand elle était établie dès le départ, elle était bonne. Alors, dans toutes ces affaires, quel est le rôle du journaliste? Vous êtes là en tant qu'observateur. Est-ce que vous pouvez contribuer à faire avancer l'enquête? Souvent, au départ, un journaliste n'est pas un collaborateur de justice ou ni de malfaiteur non plus. Hein. C'est ça, il faut garder un équilibre, mais en même temps, on est forcément touché par le malheur des gens. Vous commencez donc cet ouvrage par une affaire dans les années 70, il y a 50 ans tout rond, hein, donc ce cas c'est à l'hôtel des Postes de Strasbourg. De Strasbourg. Et ensuite, 1 an après, le cambriolage de la Poste de Mulhouse, c'était donc les milliards. C'était le milliard du siècle à Strasbourg, le milliard du siècle à la Poste de Strasbourg, de Mulhouse après, 1 an après en 72. Et là, on s'est rendu compte souvent, la conviction c'était que c'était les Lyonnais déjà. Il y a un magistrat qui l'avait dit à la télé, qui c'était le gang des Lyonnais pour financer un parti politique au pouvoir à l'époque. Et les Lyonnais, ils ont été arrêtés, jugés, tout pour plein d'agressions, de hold-up, sauf pour Strasbourg et Mulhouse. Et à l'arrivée, donc Maman Vidal le reconnaît dans un bouquin en disant on a fait Mulhouse et Strasbourg. C'est comme, et dans le film de Olivier Marchal, c'est pareil. Alors, ce qu'on pressentait, ce que le juge Sangelin devinait pendant des années, enfin, et essayait de prouver, il n'a pas réussi à le prouver, parce qu'il a. Mais après la j'ai oublié le nom. La prescription. Après la prescription, Vidal reconnaît sans souci. Alors, Maître Moser, qui est retraitable, je crois, qui est retraité depuis. Voilà, qui est retraité même, effectivement, préface donc cet ouvrage. Vous avez gardé d'étroites collaborations
Oui, mais en fait, avec Thierry, j'étais un ami depuis les années 75, 1975. Et d'ailleurs, il vient de sortir un livre aussi, enfin, qui sort cette semaine. Et puis donc là, Thierry m'a aidé beaucoup à la documentation. Bon, il y a aussi la documentation de l'Alsace, hein, et puis et les archives que j'avais gardées un peu. Alors, Jean-Marie, nous arrivons au terme de cet entretien. Vous auriez pu être un criminel? Je sais pas, ça me tenterait pas parce que d'abord, j'ai jamais essayé de tuer quelqu'un, mais bon, des fois on avait des crises, mais on peut aussi devenir criminel par crise, mais il faut être aussi, je pense qu'il faut avoir un esprit calculateur pour ça. Parce que souvent, des criminels sont des gens ordinaires. Hein. Oui, et moi je dis, les affaires criminelles, ça arrive aux gens ordinaires, et les gens ordinaires sont complètement dépassés par cette réalité. Merci en tout cas Jean-Marie Sturkel. Voilà, on rappelle cet ouvrage, 50 nuances de crime, aux éditions du Bastberg. Bonne continuation. Merci. De Colmar, Elka Kunigel et Alsace Destination Viennent de lancer en